Salam, bonjour. Je m'appelle Sabri Mawen, étudiant en 4e JLU. Je vous présente le projet DevOps Team. La partie qui me concerne, c'est les services du site 1. Ces services se divisent en deux types. Le premier type, c'est les services communs, comme DNS, Web, CNGX. Directory Service, on a utilisé OpenLDAP, le firewall PF5, EDS et EPS Nord, et DHCP sont un module de PF5. Pour les services spécifiques, j'ai comme service spécifique DevOps Data Backup. Le choix technique, c'est Bacula, côté serveur et côté client. NoSQL, j'ai utilisé MongoDB et aussi Elasticsearch pour extraire en premier lieu les logs de notre firewall et notre EDS EPS et faire une visualisation graphique euh, des courbes et des chartes grâce à un framework de dashboarding. Euh, on va commencer maintenant par le premier service, c'est le service du firewall PF5 et les DS et firewall. On a utilisé PF5 comme un firewall, on a utilisé la version 2.4.5. On a configuré trois cartes réseau pour les trois interfaces. Une carte réseau pour la partie WAN, la deuxième c'est pour la partie LAN et la troisième pour la partie DMZ. Pour ces interfaces, on peut assigner des adresses IP, soit dans le shell de PF5, euh, en choisissant l'option 2, soit à travers une interface graphique comme celle-ci. En cliquant sur interface et assignment, on peut ajouter des interfaces. Ici, on a déjà consommé les trois cartes réseau euh, déjà créées. Pour le dashboard, PF5 offre un dashboard très riche. On peut voir tout depuis son dashboard, même le trafic, les alertes de Snort, etc. Alors, on a utilisé comme service de routage le RIP. C'est un service simple à configurer, juste sélectionner les interfaces où le RIP doit être activé. La partie le plus euh, fondamentale dans ce firewall est la partie rules, c'est-à-dire les règles de filtrage. On a trois interfaces. Interface 1, dans l'interface 1, on passe tous les paquets vers le DMZ et on bloque tous les paquets vers le LAN. Pour le LAN, on prend le principe de bloquer tout et faire passer quelques services ou quelques ports euh, sur le demande, selon les demandes utilisateurs. Par exemple, le 22 SSH, le 392.8.9 pour le LDAP. Il y a une option très importante, c'est l'option de log, il faut l'activer pour, euh, pour, euh, pour voir euh, dans notre PF5, dans notre log de PF5, les règles responsables, soit dans le blocage ou dans les passages des adresses, des paquets. Passons maintenant à la partie DMZ. Dans la partie DMZ, on a, comme dans la partie LAN, on a fait passer quelques services, mais on a bloqué tous les trafics de DMZ vers le LAN. Ici, l'ordre il est très important dans l'écriture ou la création des règles. Ici, on doit passer dans la partie Snort. Snort, c'est un IDS et EPS qui travaille dans la totalité du réseau. Ce n'est pas un IDS ou EPS pour le host. On a
mentionné les bases de signature. On a mentionné 5 bases de signature. La première, c'est une base de signature offerte par le comité de SNART. La deuxième, c'est GLP2 version 2. On a ET Open. OpenApp ID, c'est pour la détection des paquets au niveau applicatif. Il faut toujours faire l'update. Ici, on a les 5 bases, sources de base de signature. Dans la configuration, on peut mentionner la date ou l'intervalle de l'update. Et là, ici, on a configuré combien de temps la machine bloquée reste bloquée. Ici, on peut voir qu'on a certaines machines bloquées par Snort. On peut voir aussi les alertes de Snort. Ok, HTTP, etc. Il bloque les machines ou les requêtes selon les règles données. Ici, il y a un niveau de sécurité à régler. Le niveau de sécurité est sélectionné selon la performance de notre réseau et la performance de notre serveur. Car Snort il est gourmand en termes de ressources, soit les ressources matérielles de notre serveur, soit les ressources de notre réseau. L'impact, il a des impacts sur la bande passante. Ici, on a 4 niveaux, Connectivity Balanced Security et Max Detect. On doit choisir entre Balanced et Security dans notre cas, car on n'a pas beaucoup de trafic et beaucoup d'attaques. Alors, ici, c'est la partie Snort. On peut voir les logs à partir de system.log, system logs. C'est firewall. On peut choisir le normal view ou dynamic view. Ok, ce sont les en croix rouge, c'est les blocs et en vert c'est les paquets que sont passés par notre firewall. Alors, passons maintenant au service DHCP. C'est un service déjà intégré dans pfSense. On a activé ce service dans les deux interfaces, LAN et DMZ. La question pourquoi on a activé dans DMZ, pourtant les machines, les serveurs dans DMZ prennent des adresses IP statiques. En fait, on a utilisé le DHCP pour attribuer aussi des adresses IP statiques. Il y a une petite option dans pfSense, c'est DHCP Leases. Dans DHCP Leases, on peut voir toutes les machines actives online ou offline. Par exemple, on a le bind, il est online, le NGX, il est offline. On a cette machine est déjà online, .5. Par exemple, if config. Le .5, 105, il est online. On peut attribuer à cette machine un adresse IP statique par cette option et ajouter son hostname si on veut, etc. Ici, le DHCP prend en charge d'attribuer des adresses IP dynamiques et aussi des adresses IP statiques. Passons maintenant à la partie web. Pour la partie web, on a utilisé 3 serveurs NGX, 2 serveurs NGX pour la partie web et le troisième serveur NGX c'est pour jouer le rôle de load balancer. Le premier serveur a comme une adresse IP 192.168.81.2, le deuxième c'est .3 et le troisième c'est .10. C'est l'adresse IP de notre load balancer, .10. Alors, on a créé ici
trois dossiers. Le premier dossier, c'est le dossier qui contient le contenu de notre site. Il est situé sous var www.devopsteam.com. Le deuxième, c'est les deux autres dossiers, c'est site enable et site available. La différence entre les deux, alors toutes les configurations de site, toutes les configurations sont situées sous le dossier de site available. C'est-à-dire tous les sites qui sont sous notre serveur, tous les configs sont situés sous le dossier site available. Mais seulement les configs qui sont situés sous le dossier site enable qui vont être activés. En fait, on fait des liens logiques de des fichiers de config de site available vers le site enable. Ici, on pointe sur le site enable tous les configs qui sont situés sous le site enable. On peut voir le config par exemple. On peut faire avec vim, etc, ngx. On va choisir site available. Et on a cette configuration. Le root, c'est le dossier où situé notre site, etc. Les ports, et listen en HTTP et HTTPS, etc. Alors, ceci est le parti Nginx. Pas grand-chose, mais on va voir la partie load balancer ensuite. Le même contenu de ce serveur, il est dupliqué dans l'autre serveur, mais j'ai fait quelques différences pour pour tester le rôle de load balancer. Dans le premier site, je mets Welcome to DevOps Web Interface. Et dans le deuxième, c'est Welcome to DevOps Team Web Interface 2. Alors, ici, c'est la configuration de notre load balancer qui est situé sous le fichier est sous etc ngx config.d. Ici, on a les deux serveurs de ngx et on a utilisé comme algorithme list connection. Si on va connecter avec une machine sous le LAN, on va taper 192.168.81.10, c'est l'adresse de notre serveur, de notre load balancer. Enfin, on va faire un down, par exemple, serveur. Le premier serveur, c'est le serveur de l'adresse IP 192.168.81.2. Et on a fait un service ngx restart. Ok, on a restarté. Il faut en fait vider la cache. Pour qu'il ne prenne pas de cache. Clear. On va tester. 192. 168. 81.10. Ici, on a un serveur en état down, mais le deuxième serveur en état actif. Automatiquement, il va passer au deuxième serveur qui est encore actif. C'est pour tester notre serveur de load balancer. Voilà, il a migré vers le deuxième serveur. Ici, on a testé le NGX, les load balancer. Ensuite, on va passer vers le bind. Pour le parti DNS,
on a utilisé deux serveurs bind. Le premier serveur, c'est un serveur bind master. Le deuxième serveur, c'est un serveur slave. Le premier serveur master a comme une adresse IP 192.168.81.4. Le deuxième, c'est .5. Dans le fichier named.config, on a mentionné le chemin de notre configuration DNS. C'est named.conf.local. Ici, on a dit que le type de la machine est master et peut faire transmettre les requêtes vers le slave qui a une adresse IP .5. Ici, on a le fichier de configuration de résolution de notre résolution de nom et l'inverse, le reverse resolution. Ok, le premier ici, il a comme config par exemple le plan DAP.6 et 81.7 c'est pour le bacula. Et le reverse, on mentionne juste la partie machine, on élimine la partie réseau. Alors, on peut tester avec NSLocal, par exemple bacula.devopsteam.com, et il répond par une adresse IP.7. Comment notre machine pointe vers nos serveurs locaux? C'est grâce au fichier resolve.conf. On a dit c'est .4, ensuite s'il n'y a pas une réponse, tu peux aller jusqu'au .5, s'il n'y a pas une réponse, tu peux aller à un autre firewall qui joue le rôle d'un serveur, aussi un serveur DNS pour les sites distants, les sites web distants. Alors, pour faire ça, on peut pas faire, on peut pas écrire tout ça manuellement, on peut pas à chaque fois qu'une nouvelle machine est installée, on va modifier ce fichier. Mais on peut aller à notre serveur pf5. Dans la partie service DHCP server, on va dire pour le partie LAN, voilà ton config DNS. Alors la distribution des configurations, il va dire voilà, il y a 3 serveurs DNS. Alors pour tester, on a au lieu de mettre 192.168.81.10, on peut mettre devopsteam.com. Partie OpenLDAP au Directory Service. Cette partie est la partie la plus difficile entre les services communs. On a beaucoup travaillé sur cette partie. En premier lieu, on a configuré notre serveur OpenLDAP. Alors, on a mentionné le suffixe, c'est devopsteam.com. Et le root de main name, c'est manager, so manager devopsteam.com. On a configuré aussi notre mot de passe, et le mot de passe, on a haché avec le SSHA. Ok. On a aussi utilisé le TLS pour utiliser des LDAP-S pour une communication sécurisée. On a généré les clés privées et les clés publiques, c'est ceci les clés publiques, celles-ci c'est les clés privées. Et ensuite, on a, pour commencer, on a utilisé le Migration Tool. On a créé des utilisateurs locaux sur Home LDAP. On a créé User 1, User 2, User 3. Ensuite, on a utilisé l'outil Migration Tool pour migrer la base de données, la configuration locale vers la configuration LDAP. Ok. On a utilisé Migration Tool. Ensuite, pour résoudre le problème de Home Directory, on a utilisé le NFS. Ici, les configurations de NFS, une partie de configuration NFS. On avait dit
que tu peux monter le dossier Home LDAP pour les réseaux 192.168.80.0, c'est les machines situées en Inde. C'est read and write synchronize, c'est-à-dire toute modification faite sur le serveur LDAP euh, il va être synchronisé avec la machine client. Ensuite, on a utilisé dans la partie client, client, on a utilisé AutoFS. Ok, c'est une partie AutoFS. On a dit qu'il faut automatiquement monter ce dossier. Et lors de login, on peut faire le login avec le Home Directory grâce à la NFS. En fait, le NFS, on peut monter un disque virtuel, mais sous le réseau. Ce n'est pas un disque qui est situé en local. Mais on a remarqué que ce démarche est une démarche très lente et difficile à manipuler. Et alors là, on a commencé à chercher une solution plus simple et plus parfaite pour créer un utilisateur. On ne doit pas passer par les migration tools et des étapes très lentes pour faire un utilisateur ou créer un utilisateur sur OpenLDAP. On a utilisé aussi le FTP. Le FTP, c'est pour faire transmettre et partager notre clé. Un serveur FTP pour partager notre clé. Si on va montrer toutes les démarches, il va prendre plus qu'une demi-heure. Et on a juste mentionné les grandes lignes. Alors, pour résoudre ce problème, on a utilisé PHP AlterAdmin, c'est un framework web écrit en PHP, en langage PHP. Ce framework, ce plateforme, nous permet d'accéder à notre LDAP, serveur LDAP, et voir même les configurations, créer des nouveaux utilisateurs et des groupes, etc. Par exemple, je vais vous montrer comment créer un utilisateur. Sur le People, j'ai un groupe pour le DevOps. Je crée un nouvel utilisateur, user account. First name, par exemple, l'esprit. Last name, com, par exemple. Et on prend comme user ID ecom. On va dire esprit. Le password de route. Okay. Et le groupe ID, c'est le groupe de DevOps. Et on a utilisé le bash comme un shell. Commit. C'est très rapide. On a comme utilisateur esprit, etc. On va tester ça dans notre client OpenLDAP par SU en premier lieu. SI esprit. Ok, alors, je suis en mode super user. Il ne me demande pas le mot de passe, mais il doit connecter avec. Voilà. Et je change le compte aussi. Switch user. L'esprit et root. Voilà. J'ai dans les moindres étapes, avec moins de complexité,
on a réussi de créer un utilisateur. Ok. Pour PF5, on a réussi d'intégrer OpenEdApp avec PF5. Je vais vous montrer ça. Visite. Ok. Ce compte-là, on peut utiliser aussi cette commande get esprit. Alors, il est relancé esprit.com. On peut utiliser cette commande aussi pour accéder à notre serveur qui est situé sous l'adresse IP 192.168.81.6. Mais on a mentionné que le CN, le common name, c'est esprit. Ok, on a ici le common name, c'est esprit et le groupe, c'est DevOps. Le domain name, c'est devopsteam.com. Pour la partie PF5, on va accéder à notre serveur, notre machine là. Ok. Dans cette partie, on a le système pour changer le type d'authentification à une authentification à distance. On doit en premier lieu créer un groupe. Ce groupe porte le même nom de groupe créé sous notre serveur ordinateur. On a créé un Organization Unit qui s'appelle Administration. On a ici, par exemple, PF5. C'est un groupe PF5 pour le groupe PF5. Il y a un groupe pour le groupe LDAP, un autre groupe pour le Bacula. On a un utilisateur qui s'appelle PF5 et le username c'est PAdmin. On doit donner un groupe le même nom que dans notre serveur OpenLDAP. Ensuite, on va configurer notre serveur. On a mentionné l'adresse IP de notre serveur, aussi le suffixe et le ou la organization unit où on va chercher. On n'a pas mentionné toutes les organisations. Ensuite, on a configuré pour qu'il prend comme groupe naming le CN, le common name, etc. Si on veut tester ça, on peut faire sans faire le logout avec le diagnostic authentication. On peut dire admin et le mot de passe route. Voilà, ok, il est sous le groupe PF5. Et si on a terminé tous les services communs, doit passer pour les services spécifiques.